bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur diversité.be. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Alors, Henri Désiré, vous êtes analyste géopolitique, vous êtes conférencier, vous êtes producteur associé du JT diplomatique, vous êtes contributeur à la Voix d'Afrique et puis vous êtes aussi vice-président de l'African Diaspora Network in Europe. Est-ce que j'ai bien cité tous vos titres, ou certains de vos titres? Alors, oui, contributeur à la Voix de l'Amérique et Medi One TV qui est basé à Tanger. Ok, très bien. Comme ça, on est plus complet. Alors d'abord, ben voilà, donc je vous renouvelle nos remerciements. Alors si nous avons décidé de vous inviter aujourd'hui, évidemment, c'est pour parler de l'Afrique, mais c'est aussi pour évoquer avec vous l'actualité, puisque la semaine dernière, un journaliste français, d'ailleurs diversité.be, a consacré un article à l'enlèvement de ce journaliste Olivier Dubois, donc a été enlevé à Gao, au Mali, par un groupe terroriste. Je vais lire le nom parce que je ne le connaissais pas. C'est le groupe de soutien de l'islam et des musulmans qui Tout à fait. revendique son enlèvement. Alors cette région du monde, elle est très très fragile, elle est très instable, et je pense que l'actualité aujourd'hui nous a vraiment exhorté à vous inviter pour en parler. Alors peut-être avant d'aller vraiment d'évoquer cet enlèvement, qu'est-ce que le G5 Sahel en fait, puisque c'est ça aussi le vrai problème, je pense, pour l'instant dans cette région du monde. Alors, le G5 Sahel, pour faire court, hein, en fait, c'est un cadre institutionnel de concertation sur des questions de sécurité et de développement qui regroupe en fait les 5 pays de la bande de sahélienne. On va les citer: le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Alors, dans un premier temps, c'est-à-dire en 2014, quand le G5 Sahel a été créé, il s'agissait effectivement de se focaliser sur les questions de développement, mais je dirais que la dimension sécuritaire a pris le pas progressivement, puisqu'il y avait eu une première tentative dès 2015 de constituer la fameuse force G5 Sahel dont on va certainement parler, et ce n'est qu'en 2017 que cette force verra effectivement le jour, une force qui a pour vocation de lutter évidemment contre le crime organisé, contre les groupes terroristes, et singulièrement dans ce que l'on appelle communément la zone des 3 frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger, la fameuse Liptouka Gourma, mais on en reparlera. Exactement. Alors, la France a une place très importante dans cette région. D'ailleurs, donc elle a envoyé une mission militaire qui s'appelle la mission Berkane, et donc c'est une mission composée, je crois, de 5100 hommes au départ en 2014. Le premier envoi était de 4500 hommes. Et alors aujourd'hui, la France a envoyé 600 militaires supplémentaires. J'entendais encore Marine Le Pen ce matin dire sur LCI que c'était une guerre qui ne concernait pas la France et que il fallait peut-être qu'on fasse revenir les soldats en Europe. Mais est-ce qu'aujourd'hui est-ce que la France, est-ce que l'ONU, est-ce que l'Europe peut se permettre de rapatrier les soldats? Est-ce qu'on peut laisser cette région sans cette présence extérieure militaire, cette présence militaire extérieure? Alors c'est très compliqué parce que lorsque l'on prend par exemple les 5 pays qui composent le G5 Sahel, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas réussi, je dirais, à trouver véritablement l'accord parfait pour pouvoir mener de manière efficace les opérations, parce qu'il y a malheureusement des disparités. Premier élément. Deuxième élément, la difficulté de financement de ces pays, puisque ce sont des pays pauvres. Et c'est vrai que la France, comme par hasard, se trouve plutôt, je dirais, impliquée dans ces différents pays, ne serait-ce que pour une seule et bonne raison, c'est que ce sont des anciennes colonies françaises, et que de nombreux intérêts à la fois, je dirais, économiques et autres y sont observés. Il y a donc une responsabilité, pas seulement de la France. Je rappelle que la MINUSMA est également présente avec 13 000 hommes. Et donc, ce qui fait que nous avons là, pour le coup, un engagement de la communauté internationale qui a déjà donné lieu à des financements importants qui ne peuvent pas du jour au lendemain être, je dirais, mis
de côté ou battus en brèche. Donc il y a une responsabilité, je dirais, collective. L'autre raison, évidemment, c'est que la menace terroriste, c'est vrai que pour l'instant, ça fait quand même pas mal de temps que l'Europe est épargnée, mais il ne faut pas oublier qu'avec les différentes filières, les réseaux dormants et autres qui sont en prise avec certains groupes qui opèrent dans cette zone de l'Afrique, dans le Grand Sahara ou dans le Sahel, il y a une menace qui nécessite que l'on anticipe contre elle, et c'est la raison pour laquelle la France, aujourd'hui, n'a pas du tout l'intention Oui, de lever le oui, pied oui, dans c'est cette ça. partie. Voilà. Oui, exactement. Mais ma question, elle est aussi je dirais, je fais un peu l'avocat du diable, c'est-à-dire qu'en France, vous avez l'opinion publique qui ne comprend pas hein, les tenants et les aboutissants de cette guerre, en tout cas que se livrent les terroristes par rapport aussi aux soldats. Alors, il y a eu 55 soldats français qui sont morts. Je pense que depuis le début depuis 2014 et depuis l'instant où le Balkan s'est installé donc dans cette région. Emmanuel Macron, l'année dernière, lors le sommet du G5, c'était à Pau, je pense, voulait impliquer un peu plus l'Europe, estimant que c'était un problème non pas uniquement français, mais européen, et donc a décidé de faire en sorte de créer une sorte de nouvelle force militaire qui s'appelle, je reviens jamais sur le dessus, c'est Takabou, c'est le Non, nom non, qu'on lui donne. Takuba, c'est pardon. la, Mais parlez-nous un peu de alors cette nouvelle force militaire. la Task Force Takuba est un groupement de forces spéciales européennes qui a été lancé par la France au mois de mars 2020 et qui vient en appui à la fois tactique et opérationnel aux troupes maliennes dans la fameuse zone des trois frontières, hein, Liptouka Gourma, c'est là où l'essentiel des attaques djihadistes se concentre, et l'idée de la France était d'impliquer un peu plus les pays européens. Actuellement, on a des forces spéciales danoises qui en font partie, les Italiens, les Estoniens, les Tchèques. Il y a des pays Du comme Portugal, on parle de l'Italie, du voilà, Portugal qui aimerait se tout à joindre fait, aux forces, oui. absolument. Voilà, donc c'est une force qui vient en appui effectivement aux forces maliennes dans un premier temps, en Mhm. sachant que les forces maliennes font partie de la force G5 Sahel. L'idée, c'est de pouvoir renforcer, je dirais, les capacités de cette force pour pouvoir lui donner les moyens de pouvoir éradiquer la menace de manière durable et surtout stopper les crimes transfrontaliers Mhm. qui aujourd'hui alimentent les différents réseaux terroristes et mafieux. Alors, Henri, nous venons d'évoquer la question militaire et un peu géopolitique de manière assez brève, mais parlons maintenant peut-être de ces populations, de ces personnes, de ces gens qui vivent au Mali, au Tchad, au Niger, au Burkina Faso, j'en ai peut-être oublié, hein, la Mauritanie. Comment ces gens vivent aujourd'hui le quotidien avec ces groupes terroristes qui pullulent donc dans cette région du Sahara et du Sahel? Ben c'est très compliqué en fait comme situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle justement du G5 Sahel, c'est vrai que on pense automatiquement à la dimension, je dirais, sécuritaire, mais en réalité, c'est toute une logique d'accompagnement à la fois en termes de développement, en termes économiques, en termes de renforcement de capacités. Je vais juste vous donner un exemple, c'est que en dépit de la menace effectivement qui pèse sur la plupart de ces pays, bah, le G5 Sahel, c'est 40 projets pour cette région, hein, pour un montant d'environ 2 milliards 400 millions d'euros, avec un accompagnement de la Banque africaine de développement, du Programme des Nations Unies pour le développement. C'est aussi l'Alliance Sahel, hein, qui est en fait des pays de l'Union européenne avec la France, l'Allemagne, qui viennent en appui aux différents gouvernements pour des projets d'infrastructures, des projets de réhabilitation. C'est 600 projets pour un montant de 9 milliards de dollars. Donc, on voit bien qu'il y a, je dirais, une logique derrière tout ça, c'est de préparer, je dirais, la dimension post-conflit avec des projets qui soient en capacité de permettre à ces différents pays, justement, de faciliter l'accès aux services de base ou tout simplement au développement durable. Alors, qu'en est-il justement de ces groupes terroristes donc qui sont pour l'instant sur place? Donc, je vous parlais, on discute, enfin, on avait évoqué le cas d'Olivier Dubois. Est-ce que vous en savez un peu plus sur ce groupe terroriste? Est-ce que enfin, comment est-il installé pour l'instant? Est-ce qu'il a l'adhésion d'une certaine frange de la population
ou au contraire sont-ils quand même assez isolés finalement dans cette région? Alors, je dirais dans cette situation qui a malheureusement tendance à se à s'aggraver, on a deux grands groupes qui, passez-moi l'expression, se partagent en fait ces différents territoires. On a au nord du Sahel, on a effectivement le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est en fait une fédération de petits groupes qui ont fait allégeance à Al-Qaïda. On trouve dedans Ansardine, on trouve également des groupes comme, je vais retrouver le nom, euh, Al-Katiba Massina, hein, donc c'est vraiment des groupes en rupture avec ce qu'ils étaient au départ et qui ont estimé qu'à un moment donné, il valait mieux, je dirais, fédérer, mutualiser les efforts pour frapper là où ça fait mal. Alors, dans le Grand Sahara, vous avez l'État islamique au Grand Sahara. Il y a une forme de rivalité malsaine entre ces deux groupes. Il y a ceux qui ont pour ambition de contrarier ou de s'attaquer aux intérêts, je dirais, occidentaux, parfois créant des dégâts collatéraux dans les pays où ils opèrent malheureusement. Alors, vous posez la question, est-ce qu'il y a une adhésion de la population? Bien sûr que non. La population est terrorisée et donc parfois elle est contrainte d'une certaine manière d'être, je dirais, la spectatrice impuissante de cet activisme-là. Et pour savoir, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans donc a été créé en 2017. C'est à l'heure actuelle l'adversaire le plus déterminé face à la force Barkhane. Et c'est un groupe qui est dirigé donc par Iyad Ar-Ghali, qui aujourd'hui est le personnage central de ce mouvement terroriste. Alors comment pouvez-vous nous expliquer? Alors moi, il y a une question qui me taraude et qui doit certainement aussi tarauder les gens qui s'intéressent un peu à ce qui s'y passe, c'est que depuis 2014, donc les Français sont sur place avec une armée puissante, avec des états-majors quand même d'une élite, d'une vraie élite enfin voilà. Et aujourd'hui, malgré tout, ces groupes terroristes continuent de semer la terreur, continuent de kidnapper, même de kidnapper des jeunes filles ou des jeunes garçons dans les écoles. Hein, je veux dire, c'est quelque chose. Il y a trois raisons. Il y a d'abord la faiblesse des États. C'est clair que quand vous avez 5 pays qui ne peuvent pas donner plus de 10 millions de dollars de contribution pour financer la force G5 Sahel, on peut se poser des questions. Juste un ordre de grandeur, il faut savoir par exemple que l'Union européenne a versé 50 millions d'euros, les Émirats arabes unis 60 millions de dollars, l'Arabie saoudite 100 millions avant de geler provisoirement cette somme depuis que la France a repris avec Téhéran un dialogue. On voit très bien que la capacité contributive des pays concernés est extrêmement limitée. Premier élément. Deuxième élément, c'est les difficultés de coordination. Il y a encore des résistances parce que chacun veut préserver son précaré, son influence, ce qui alourdit inutilement la structure et empêche effectivement de mener de manière efficace des opérations, je dirais, d'envergure. Et puis, troisième élément tient au fait à la disparité des situations. Vous avez des pays comme le Mali, par exemple, et le Niger. Vous avez parfois des revendications qui viennent de certaines communautés. On pense évidemment aux Touaregs par rapport à la bande sahélienne, avec des ramifications au niveau sociétal qui poussent certains à y instaurer la charia. Vous parlez de populations, elles sont dans la terreur parce qu'effectivement, elles n'ont aucun recours face à cette menace. Et on a en toile de fond une communauté internationale avec 13 000 hommes des Nations Unies, de la MINUSMA, qui ne peuvent pas engager parce que c'est une force de maintien de la paix. Et puis vous avez l'opération Barkhane et ses 5100 hommes qui essayent tant bien que mal d'accompagner cette force-là pour essayer un tant soit peu de rassurer les populations. C'est très compliqué. Il faudra encore de nombreuses années pour que l'on puisse trouver une issue favorable. Mais la clé, évidemment, ça va être malheureusement, je dirais, au niveau de ces pays, un dialogue beaucoup plus franc entre, d'une part, les autorités, entre certaines franges de la population, on pense à la société civile, et malheureusement, il faut bien le dire, certains groupes qui pourraient trouver un intérêt certain, je dirais, à s'impliquer davantage dans un dialogue national plutôt que de continuer à écumer, je dirais, la zone sahélienne
en semant la mort et la désolation. Alors, on n'a pas parlé des États-Unis. Quelle est la place aujourd'hui des Américains dans ce combat contre le terrorisme? Ont-ils d'ailleurs une implication? Biden a envie de s'ouvrir, en tout cas durant sa campagne, et on voit un peu les gestes qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'il ouvre réellement sa politique internationale. Y a-t-il quelque chose en vue pour que les Américains puissent s'impliquer un peu plus aujourd'hui dans ce problème du Sahel? Alors, il y a une doctrine qui a été défendue par Donald Trump. Je dois parler de lui parce que vous comprendrez la suite de ma réponse. C'est que lorsqu'on a posé la question du financement de la force G5 Sahel, Trump a estimé que l'Amérique avait suffisamment contribué aux différentes missions de maintien de la paix, etc., dans le cadre d'une sécurisation globale. Et donc, l'Amérique était dans une voie de désengagement, ce qui correspond plus ou moins à la période où l'Amérique a commencé à se désengager de l'UNESCO et de toute une série d'agences du système des Nations Unies. Finalement, après, je dirais, des négociations âpres entre Paris et Washington, les États-Unis ont finalement accepté du bout des lèvres de donner 60 millions de dollars, mais à condition évidemment qu'il y ait un feu vert des Nations Unies pour qu'il y ait, je dirais, un accompagnement en termes d'engagement. Alors, aujourd'hui, il faut simplement se rendre compte d'une chose, c'est que les États-Unis ont malheureusement d'autres chats à fouetter et on pense évidemment à l'Afghanistan, on pense évidemment à la Syrie et à d'autres théâtres d'opération qui sont de nature, je dirais, à menacer la sécurité des États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis préfèrent sous-traiter une partie, je dirais, du problème qui se situe dans la bande sahélo-sahélienne en bonne intelligence avec d'autres pays qui sont plus en pointe. On parle de la France avec notamment Barkhane, évidemment, la force de Takuba qui est un élément beaucoup plus spécialisé en termes tactiques pourra effectivement permettre, on espère en tout cas à la force G5 Sahel de trouver la pleine mesure de ces opérations. Il y a effectivement cette tendance-là. Maintenant, Joe Biden arrive avec peut-être une vision un peu plus, je dirais, consensuelle de la menace, avec une répartition des rôles qui soit beaucoup plus, je dirais, respectueuse des intérêts des uns et des autres. Mais c'est beaucoup trop tôt pour l'instant pour savoir ce que fera l'Amérique. Néanmoins, tout ce qui touche de près ou de loin au terrorisme préoccupe au premier chef les États-Unis. On verra comment les choses s'articuleront dans les prochains mois. Bien, Henri, le temps passe très vite et nous avons malheureusement encore beaucoup de choses à dire, mais on ne pourra pas tout évoquer aujourd'hui. Peut-être encore une question pour revenir un petit peu au G5 Sahel. Quelle est réellement aujourd'hui, je dirais, la force, quelle est la puissance en quelque sorte de ce groupement de pays? Est-ce que réellement ils ont aujourd'hui un impact dans cette région et parler de millions, mais finalement c'est très abstrait, donc je pense que c'est de l'argent qu'on injecte pour tout ce qui concerne le fait militaire, mais quel est réellement l'impact et la force de ce G5 Sahel aujourd'hui? A-t-il un impact d'ailleurs, globalement? C'est-à-dire qu'on a 5 pays qui appartiennent à des zones géographiques ou plutôt à des organisations d'intégration économique et géographique différentes. Si on prend le Tchad fait partie de la CEMAC, qui est la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Si on prend le Mali et le Burkina, qui font partie de la CEDEAO, donc il y a là déjà une question transversale, la question économique et monétaire qui intervient, ce qui est déjà en soi un socle intéressant, hein, au-delà de la religion, bien évidemment. Mais à côté de ça, il y a les éternelles rivalités, il y a les éternels intérêts, je dirais, divergents, qui sont, je dirais, atténués par l'existence d'une menace commune. Cette menace commune, c'est très clairement la menace, je dirais, terroriste et ses implications sur l'écosystème, mais aussi sur les populations. Et donc, ces pays n'ont d'autre choix qu'à travers ce cadre de concertation et de coordination en termes de coopération sécuritaire et de développement, de cheminer ensemble pour essayer de trouver ensemble les solutions qui leur permettront de créer les conditions d'un développement durable. Eh bien, en tout cas, Henri Désiré Ndouzi, merci pour ces explications. C'est beaucoup plus clair, je pense, pour nous et je l'espère aussi pour ceux qui nous écouteront. Merci. Merci, c'est un plaisir. À bientôt, Malika. Merci. À bientôt, au revoir.